L'Utah, le 45e État d'Amérique. Ici, on se croirait sur une autre planète. Ces formations vertigineuses semblent défier les lois de l'apesanteur. D'une rivière de grès rouge à des pics enneigés, en passant par ces plaines de sel, cet État de l'Ouest des États-Unis fascine par sa beauté étrange venue d'ailleurs. Il enchante et ensorcelle ceux qui osent escalader ses sommets. Dans l'Utah, un missionnaire en exil a développé une nouvelle religion et construit une ville et un temple. Des pilotes se sont entraînés à larguer une bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et des pionniers ont perdu la vie dans un désert de sel. Dans ces montagnes escarpées, une star d'Hollywood a créé un festival de cinéma devenu incontournable. Et non loin de là, le gouvernement américain a construit un gigantesque centre de stockage des communications du monde entier. Longtemps avant que l'Utah ne devienne un État d'Amérique, des hommes et des femmes venaient déjà ici, dans l'espoir d'un avenir radieux. Ces pionniers ont laissé leur empreinte dans ces paysages porteurs de promesses. Voici le parc national de Canyonlands, dans le sud-est de l'Utah. Ce parc, situé près de la ville de Moab, s'étend sur 1365 km². Il se divise en 3 parties distinctes, au décor majestueux et vertigineux. Ces aiguilles rocheuses à la forme étrange sont appelées chocolate drops, les gouttes de chocolat. Elles ont été façonnées par le vent, la pluie et les eaux déchaînées du fleuve Colorado et de son affluent, la rivière Green. Ces paysages évoquent des planètes lointaines, aux confins de notre galaxie. Et certains y croient dur comme fer. Ces individus en tenue d'astronautes arpentent ce territoire comme s'ils se trouvaient sur Mars. Ce sont des étudiants de l'Institut technologique de Géorgie, Georgia Tech. Ils sont en mission. Ils doivent vérifier le bon fonctionnement d'un instrument solaire. Ils portent chacun une réserve d'oxygène, comme ce serait le cas sur la planète rouge. Cette zone reculée appartient à la Mars Society, une organisation qui œuvre pour la colonisation de Mars. Elle pense réunir ici des informations cruciales en simulant une mission dans l'espace. Une fois leur mission terminée, les 3 astronautes se dirigent vers la base de recherche. Ce prototype possède des sas de décompression. Un laboratoire se trouve au rez-de-chaussée. Les dortoirs sont à l'étage. Les équipes comptent jusqu'à 6 membres et se relaient tous les 15 jours. Elles doivent survivre pendant cette période, avec des provisions limitées et en quasi-isolement. L'Utah attire depuis longtemps toutes sortes de pionniers. En 1847, des hommes et des femmes se sont engagés sur une piste poussiéreuse similaire à celle-ci. Ils sont adeptes d'une nouvelle religion,
l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom d'église mormone. Ils vivent selon les règles dictées par leur prophète Joseph Smith. Celui-ci aurait reçu en 1823 la visite de l'ange Moroni, qui lui aurait révélé l'emplacement d'annales anciennes, gravées sur des plaques d'or. Il rédige le livre de Mormon et fonde cette nouvelle religion en 1830. Les Mormons sont rapidement persécutés et chassés de New York, du Missouri, et enfin de l'Illinois, où une foule en colère assassine leur chef religieux en 1844. Le successeur de Joseph Smith, Brigham Young, entend parler d'une vallée verdoyante près d'un grand lac, caché parmi les montagnes. En 1846, accompagné de nombreux fidèles, il quitte l'Illinois pour échapper à la persécution. Les migrants traversent ce qui est alors le territoire de l'Iowa, en direction de l'ouest. En près d'1 an et demi, ils parcourent 2000 km. Leur route se termine ici, sur le site de la ville actuelle de Salt Lake City. Certains voyagent dans des carrioles couvertes, mais beaucoup font la totalité du chemin à pied. Plus tard, les Mormons construisent des forts comme celui-ci, où les marcheurs peuvent faire escale et reprendre des forces. Mais lors du tout premier voyage, ils n'ont nulle part où se réfugier. Ils sont exposés aux éléments et beaucoup meurent en route. L'une des étapes les plus périlleuses du voyage est le passage d'un col à 2250 mètres d'altitude, dans les monts Wasatch. Les Mormons sont contraints de se frayer un chemin à la hache pour faire monter leurs carrioles et leurs bêtes jusqu'au sommet. Enfin, le 24 juillet 1847, Brigham Young et 150 fidèles arrivent de l'autre côté des montagnes et découvrent la vallée du Grand Lac Salé. Une fois tout au fond du canyon, Brigham Young aurait déclaré « Nous sommes arrivés ». Un monument commémore cet instant. Tous les 24 juillet, les habitants de l'Utah se rassemblent pour fêter Pioneer Day et l'arrivée des Mormons. Brigham Young entreprend de construire une grande ville sur les rives du lac. Aujourd'hui, Salt Lake City est la capitale de l'Utah. C'est aussi la capitale mondiale du mormonisme, symbolisée par son immense temple. Les travaux débutent en 1853, seulement 6 ans après l'arrivée des premiers Mormons. Ils vont durer 40 ans. L'édifice domine la ville du haut de ses 64 mètres. Il est surplombé d'une sculpture de l'ange Moroni. Au pied du temple, ce dôme futuriste abrite le cœur du tabernacle mormon. 360 chanteurs répètent et se produisent ici. Le toit à la structure unique repose sur un système de poutrelles et de chevilles. Le bâtiment renferme des orgues immenses. La totalité du site est ouverte au public, mais seuls les Mormons sont autorisés à pénétrer dans le temple. À moins de 30 km de là, se trouve le lac qui a donné son nom à la ville de Salt Lake City. Le Grand Lac Salé. Il s'étend sur 4400 km². Et c'est le plus grand lac salé du continent américain. L'eau du lac contient jusqu'à 5 fois plus de sel que l'océan. Trop pour accueillir des poissons ou toute autre créature aquatique. C'est un lac endoréique, un lac dont l'eau ne s'écoule nulle part. Les faibles quantités de sel contenues dans les cours d'eau qui se jettent dans le lac s'accumulent au fil du temps. L'eau s'évapore sous le soleil brûlant et laisse derrière elle d'immenses dépôts de sel.
Autour du lac, les rives grouillent de vie. Et notamment ici, sur Antelope Island. Comme son nom ne l'indique pas, cette île est un repère de bisons. En 1893, alors que l'espèce a été chassée presque jusqu'à l'extinction, 2 hommes introduisent 12 bisons sur l'île. Aujourd'hui, le troupeau compte entre 550 et 700 têtes. Certaines régions du Grand Lac Salé restent sauvages, mais l'homme y laisse de plus en plus son empreinte. Des bassins situés aux extrémités du lac permettent de récolter des minéraux à usage industriel. Les écologistes craignent que de telles entreprises soient destructrices pour le lac à long terme. L'Utah est une région de contraste. Au-delà du Grand Lac Salé s'étendent des vallées luxuriantes et des montagnes boisées. Elles ont longtemps été le territoire d'une tribu amérindienne. Encore au XVIIIe siècle, les Utes peuplent les vallées autour du mont Timpanogos. Le gibier y est abondant, la végétation généreuse, et le lac Utah, tout proche, est très riche en poissons. Ils chassent au pied de chutes d'eau comme celle-ci, les Stewart Falls. Les Utes vivent en famille très élargie. Les hommes chassent le cerf, le bison et le pronghorn ou antilope d'Amérique avec des arcs et des flèches, tandis que les femmes cueillent des racines et des baies. Pendant des siècles, ils mènent une vie prospère dans ces vallées. L'arrivée des colons dans les années 1840 change la donne. Ils jettent leurs dévolus sur les mêmes terres et sources d'eau que les Amérindiens, et des querelles de territoire ne tardent pas à éclater. La situation se dégrade vite. Entre 1865 et 1872, les Mormons et plusieurs tribus indiennes, dont les Utes, se livrent une guerre sans merci, la Black Hawk War. Beaucoup d'Amérindiens sont tués lors des quelques 150 batailles qu'ils ont livrées. Les Mormons prennent finalement l'avantage et en 1872, les Utes sont contraints de renoncer à leurs terres et de s'exiler dans des réserves. Ils ne laissent derrière eux que leur nom. En 1968, l'acteur Robert Redford tombe sous le charme de cette vallée. Après avoir décroché le rôle de Sundance Kid dans Butch Cassidy et le Kid aux côtés de Paul Newman, il convainc le réalisateur Joy Roy Hill de tourner des scènes dans l'Utah. Le film propulse l'acteur au sommet et il se fait construire une maison près du mont Timpanogos. Il achète également la station de ski de Timp Haven et la rebaptise Sundance. Au lieu de moderniser les constructions, Robert Redford crée une communauté basée sur la créativité et le respect de l'environnement. Aujourd'hui, cette jolie petite ville de montagne possède un centre de conférences, une salle de répétition et un atelier d'artistes. Depuis 1981, le nom de Sundance est devenu une référence en matière de cinéma. Chaque année, en janvier, le festival de Sundance se tient dans la ville voisine de Park City. C'est devenu le rendez-vous des réalisateurs indépendants. Il a révélé notamment Steven Soderbergh, les frères Cohen, Jim Jarmusch ou encore Quentin Tarantino. Cette ancienne ville minière est devenue très prisée. Les cinémas ont remplacé les saloons et les façades sont régulièrement restaurées à l'occasion du festival. Le film Butch Cassidy et le Kid est sorti en 1969 aux États-Unis. L'année suivante, en France. Mais la légende est toujours bien vivante. Elle commence ici, à l'extérieur de Circleville, dans ces champs où grandit Robert Leroy Parker, alias Butch Cassidy. Aujourd'hui, la ferme des Parker est identique à ce qu'elle était il y a plus d'un siècle, avec sa maison en bois, son étable et sa vieille charrue. Issu d'un milieu modeste,
Robert Parker va devenir un célèbre voleur de bétail, braqueur de banques et bandit, avant de s'associer avec son complice, Sundance Kid. Plusieurs centaines de films ont été tournés dans l'Utah. Pendant des années, la région a été la destination préférée des producteurs hollywoodiens. À la grande époque des westerns, ce décor à l'abandon près de la ville de Kanab accueillait de nombreuses équipes de tournage. Il fonctionnait même en permanence. Des habitants de Kanab y travaillaient toute l'année comme techniciens ou figurants. Jusque dans les années 1980, plusieurs feuilletons télévisés ont également été tournés à Kanab. C'est le cas de Lassie et de Police des Plaines, censés se situer à Dodge City, dans le Kansas. Même après 40 ans, les maisons, l'épicerie et le saloon sont reconnaissables. À 1 heure de là, une ville ressemble à un décor de cinéma vu du ciel. Il y a des cow-boys, des familles qui semblent tout droit sorties de l'époque des pionniers, et très peu de voitures dans les rues. Mais ces gens ne sont pas des acteurs. Ce sont des Mormons qui ont fait scission avec le mouvement originel pour fonder l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Près de 3000 adeptes vivent à Hildale, le long de la frontière sud de l'Utah. 5000 autres habitent de l'autre côté de la frontière, à Colorado City, en Arizona. Ils mènent une vie sans histoire jusqu'en 2006, quand les médias commencent à s'intéresser de près aux raisons de leur séparation avec le mormonisme. Beaucoup d'habitants de cette ville pratiquent alors la polygamie. Cet ensemble de maisons appartenait jusqu'à récemment au chef de ce mouvement, Warren Jeffs. En 2006, il est arrêté par le FBI et inculpé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Il aurait eu 78 épouses, dont certaines n'avaient que 14 ans. Il a également banni une 60aine d'hommes de son église et décidé du sort de leurs femmes et de leurs enfants. Warren Jeffs n'a jamais vécu dans ces maisons construites pour lui et 3 de ses épouses. Il est aujourd'hui en prison. Mais on raconte qu'il dirigerait la communauté depuis sa cellule. La polygamie est désormais officiellement condamnée par l'Église mormone et illégale dans tous les États-Unis. Mais ce n'était pas le cas lors de l'arrivée des premiers Mormons dans l'Utah. Lors de la fondation de Salt Lake City, Brigham Young convainc ses fidèles que la polygamie est la volonté de Dieu. Mais à Washington et dans le reste du pays, le message est inacceptable. Il contribue à aggraver des relations déjà très tendues entre le gouvernement et les Mormons. En 1857, le président James Buchanan envoie des troupes fédérales à Salt Lake City pour démettre Brigham Young de ses fonctions de gouverneur. Pendant 30 ans, le gouvernement américain fait de la polygamie dans l'Utah son cheval de bataille. Enfin, en 1890, le nouveau chef mormon, Wilford Woodruff, interdit cette pratique. 6 ans plus tard, une fois la polygamie hors la loi, l'Utah devient enfin le 45e État de l'Union. Aujourd'hui, la religion mormone compte de très nombreux adeptes aux États-Unis, et notamment chez les jeunes. Certains fréquentent l'université Brigham Young qui se trouve à Provo, à 1 heure de Salt Lake City. Fondée en 1875, cette université est toujours sous la direction de l'Église. 97% des étudiants sont mormons. Ils doivent vivre selon un code d'honneur qui interdit la consommation d'alcool, d'excitants et de drogue et prône l'abstinence avant le mariage.
Des personnalités comme Mitt Romney, le candidat aux élections présidentielles de 2012, l'acteur Aaron Eckhart ou encore Stephenie Meyer, l'auteur de la série Twilight, ont étudié ici. À l'est de l'État, les paysages changent du tout au tout. Le plateau du Colorado cache un trésor géologique. Une rivière de rochers en grès rouge, longue de plusieurs kilomètres. À certains endroits, on dirait des ailerons de requin. À d'autres, un décor digne des voyages de Gulliver chez les géants. Puis, il y a ces arches étonnantes. Des sculptures qui évoquent des cités anciennes, mais ne semblent pas à leur place en pleine nature. Le parc national des Arches tient son nom de ces 2000 arches en grès, éparpillées sur 310 km². La plus célèbre est celle-ci, Delicate Arch. C'est l'un des sites les plus photographiés de l'Utah. Il est même représenté sur les plaques d'immatriculation. Ces arches se sont formées sur plusieurs millénaires. Le soulèvement du plateau du Colorado a créé des failles qui ont favorisé leur formation. L'eau, le vent et les fortes amplitudes thermiques ont fait le reste. Aujourd'hui, l'érosion continue de modifier sans cesse le paysage. À quelques kilomètres de là, se trouvent les pistes cyclables de Moab. Ce réseau de pistes pour VTT part de la ville située au fond du canyon. Parmi elles, la Slick Rock Trail. Cette boucle de 15 km réservée aux plus entraînés traverse un paysage rocheux désertique. Elle offre une vue spectaculaire sur le fleuve Colorado, 300 mètres plus bas. Il y a une soixantaine d'années, Moab attirait déjà beaucoup de visiteurs, mais pour une toute autre raison, l'uranium. En 1949, les États-Unis et l'Union soviétique sont en pleine guerre froide. Le gouvernement américain a désespérément besoin d'uranium pour fabriquer des armes nucléaires. Et il est prêt à verser $10 000 à qui découvrira des gisements. Un géologue de 30 ans, Charles Steen, décide de relever le défi. Motivé par l'appât du gain, il achète une vieille Jeep et part à la conquête du plateau du Colorado. Et en 1952, il décroche le gros lot. Il baptise sa mine « Mi vida », « Ma vie » en espagnol. Les 6 premiers mois, il extrait pour plusieurs millions de dollars de minerais purs. Mais les conséquences à long terme de cet essor brutal sont dévastatrices. Les mineurs tombent malades. Le fleuve Colorado est contaminé et le paysage est altéré à jamais. Aujourd'hui, le gouvernement dépense des milliards de dollars pour détruire un gisement qui en a rapporté des millions. 4 jours par semaine, les camions remplissent ces wagons de déchets contaminés en direction d'une décharge fortifiée. Plusieurs millions de tonnes ont déjà été évacuées et les opérations devraient durer jusqu'en 2025. Malgré cette catastrophe environnementale, le plateau du Colorado reste un site naturel d'exception. Le réalisateur Ridley Scott a choisi les gorges de Dead Horse Point comme décor de la scène finale de son film Thelma et Louise, censé se dérouler au Grand Canyon. Susan Sarandon et Gina Davis y jouent des hors-la-loi des temps modernes, un peu comme Butch Cassidy et le Sundance Kid.
Dans le grand final du film, la police poursuit Thelma et Louise sur cette piste désertique du l'Utah, jusqu'au bord du précipice. Piégées, les deux femmes préfèrent mourir plutôt que d'aller en prison. L'image de leur voiture décapotable suspendue en plein vol au-dessus du fleuve Colorado est devenue culte. Du sommet de Dead Horse Point, on peut apercevoir une autre merveille. Mais celle-ci est artificielle. Vue du ciel, ces formes futuristes bleues et blanches ressemblent à un oiseau géant. Elles font partie d'un gisement de potasse situé à 30 km à l'ouest de Moab. Si l'uranium est de l'histoire ancienne dans cette région, ce minerai est le nouvel or de l'Utah. Ce gisement compte 160 hectares de bassins d'évaporation. Les bassins sont remplis de potasse, dissoute dans de l'eau salée. De la teinture bleue est ajoutée au mélange pour absorber plus vite les rayons solaires et accélérer le processus. Une fois le liquide évaporé, il reste un lit de potasse et de cristaux de sel. Ils sont séparés et servent à des produits agricoles et industriels, comme l'engrais. Contrairement à l'extraction d'uranium, ce procédé respecte l'environnement. Longtemps avant que l'industrialisation n'y laisse son empreinte, cette région était habitée par les Amérindiens Fremont. Leur destin et l'histoire de leur disparition restent un mystère. Mais eux aussi ont laissé des traces dans le Nine Mile Canyon. C'est ici que se trouve la plus importante concentration d'art rupestre en Amérique du Nord. Mais le principe des habitations troglodytes existe toujours dans l'Utah. Ces maisons ne sont ordinaires qu'en façade, car elles sont taillées dans la roche. En 1972, Robert Dean Foster, un mormon polygame, est excommunié par son église. Il part à la recherche d'un lieu isolé où fonder ce qu'il surnomme son arche de Noé. En 1974, il découvre cet énorme rocher à 50 km de Moab. Il dynamite la paroi pour construire des habitations qu'il habille de façades modernes. Il baptise le site Rockland Ranch et y invite ses épouses et tous les fondamentalistes adeptes de son mode de vie. Foster décède en 2008, à l'âge de 83 ans. Aujourd'hui, ce site troglodyte est toujours habité. Celui-ci se trouve à 40 km au sud de Salt Lake City, en périphérie de la petite ville de Bluffdale, au pied des monts Wasatch. Cet immense complexe ne porte aucune inscription. De loin, il ressemble à un siège d'entreprise ordinaire. Le gouvernement américain espérait conserver le secret le plus longtemps possible, mais il a éclaté au grand jour. En juin 2013, Edward Snowden, un ancien informaticien de la NSA, rend public des documents ultra confidentiels. Les médias révèlent que presque tous les appels et courriels à destination ou en provenance des États-Unis sont pistés, et pour stocker toutes ces données, il faut un grand nombre de serveurs. La capacité de stockage du site se chiffre en milliards de gigabits, sur une superficie totale de près de 100 000 mètres carrés. Les communications issues de satellites, de postes d'écoute internationaux et de branchements Internet sont traitées ici. Pour certains, ce projet est une atteinte intolérable à la vie privée. D'autres pensent que c'est le prix à payer pour se protéger du terrorisme et des cyberattaques. Ce virus de la technologie, l'Utah l'avait déjà au XIXe siècle, avec une obsession, le rail. Le 10 mai 1869, l'Utah prend un virage radical avec l'inauguration du premier chemin de fer transcontinental
au nord de Salt Lake City. Après des années d'efforts, les deux lignes de l'ouest et de l'est du pays se rejoignent. Elles ont été construites en grande partie par des immigrés chinois, irlandais et italiens. Ce travail pharaonique est le résultat d'un décret voté par le Congrès américain en 1862. L'Utah est connu pour ses reliefs. Mais l'un des paysages emblématiques de cet État présente un tout autre aspect. 100 km² de terrain parfaitement plat. Ce sont les Bonneville Salt Flats. L'eau et le vent ont créé ce désert de sel à une centaine de kilomètres à l'ouest de Salt Lake City. Il y a des milliers d'années, cette région était enfouie sous un lac immense. Lorsqu'il s'est évaporé, il a laissé derrière lui ces plaines composées de minéraux et de 90% de sel. Par endroits, la couche de sel atteint 1,80 m d'épaisseur. Chaque hiver, ce salar est à nouveau inondé, mais l'eau s'évapore dès l'arrivée du printemps et la couche de sel toute fraîche est idéale pour la vitesse. Août 2013. Des centaines d'amateurs de vitesse se retrouvent pour l'un des grands événements sportifs de l'Utah, la Speed Week. Cette année, il y a 4 pistes différentes. Les pilotes vont tenter d'établir de nouveaux records du monde, parfois jusqu'à 700 km/h. Des véhicules de toutes catégories et de toutes formes participent à la compétition. Pendant des décennies, ce désert de sel n'a pas été synonyme de divertissement, mais de tragédie. Car en 1846, il a conduit à sa perte un groupe de pionniers, l'expédition Donner. Pendant que les Mormons se dirigent en masse vers l'Utah, d'autres colons prennent la route de la Californie, en quête eux aussi d'une terre promise. Le groupe est constitué des familles Donner et Reed, originaires de l'Illinois. Le projet initial est de contourner le désert de sel. Mais le chef de l'expédition décide de suivre le raccourci pris par un certain Lansford Hastings et de couper en travers. C'est une grossière erreur. Quand les colons entreprennent de traverser, la couche de sel est molle. Les familles, leurs carrioles et leurs bêtes sont trop lourdes. Les roues s'enfoncent dans le sol comme dans des sables mouvants. Les colons sont contraints d'abandonner le convoi et les animaux assoiffés se dispersent dans le désert. Mais le pire est à venir. Quand le groupe atteint enfin les montagnes de la Sierra Nevada, il se retrouve pris au piège de l'hiver. Beaucoup meurent de faim et de froid. On raconte que certains rescapés auraient eu recours au cannibalisme. Seule la moitié de l'expédition arrivera en Californie. Dans les années 1940, le gouvernement américain achète un terrain vierge au bord du désert de Bonneville, près de la petite ville de Wendover. Cet immense espace inhabité et caché par les montagnes est l'endroit idéal pour mener à bien des opérations secrètes. Le gouvernement y fait construire une base aérienne de 7300 km², alors la plus grande au monde. 21 groupes de bombardiers et 1 millier de militaires occupent ces quartiers et s'entraînent pour accomplir des missions dans le monde entier, comme le débarquement de Normandie. Mais peu d'entre eux sont au courant du projet d'envergure commandité par le gouvernement. Entre octobre 1944 et juin 1945, le colonel Paul Tibbets et la 393e escadrille de bombardiers se préparent en secret à larguer une bombe atomique au-dessus du Japon. L'ère d'armement des explosifs est toujours là. Les pilotes volent à bord de bombardiers B-29, modifiés pour l'occasion. Ce hangar abrite alors l'appareil qui deviendra tristement célèbre, l'Enola Gay. À son bord,
Le 6 août 1945, Paul Tibbets largue la bombe atomique au-dessus d'Hiroshima, au Japon. Un événement qui fait basculer le cours de l'histoire. En 1969, le gouvernement américain ferme la base de Wendover. Le hangar qui abritait l'Enola Gay rouille sur place depuis ce jour. L'avion se trouve au Musée national de l'air et de l'espace. La base de Wendover n'est pas le seul vestige de la Seconde Guerre mondiale dans l'Utah. Cette zone marécageuse près du mont Topaz, au sud du Grand Lac Salé, a accueilli les premiers camps d'internement américains. En pleine guerre mondiale, le gouvernement décide que la communauté japonaise qui vit sur la côte ouest des États-Unis représente un risque pour la sécurité du pays. Ceux qui n'ont pas fui à temps sont déportés jusqu'ici en train. Pendant 3 ans, 11 000 Nikkei, ces immigrés ou citoyens américains d'origine japonaise, sont contraints de vivre dans cette région désertique, bien que leurs papiers soient en règle et qu'ils n'aient commis aucun crime. Le camp de Topaz est entouré de barbelés. Et jusqu'à la fin de la guerre, aucun immigré japonais ne peut s'en échapper. Aujourd'hui, les bâtiments ont disparu, mais les fondations donnent la mesure de l'ampleur de ce camp. Beaucoup des pensionnaires du camp de Topaz n'ont rien vu d'autre que ces marais désolés. Ils n'ont jamais pu admirer les paysages idylliques qui font de l'Utah une région d'Amérique hors du commun. Comme ce royaume de falaises et de pics, c'est le parc national de Zion, dans le sud-ouest de l'État. Ces formations rocheuses sont surprenantes et semblent défier les lois de la physique. Elles portent des noms étranges, comme cette paroi blanche et rouge baptisée Streaked Wall, le mur à rayures. La principale attraction du parc, l'Angel's Landing, se dresse à 1760 mètres de haut, ce qui n'empêche pas les plus aventureux de l'escalader. Le sentier de 4 km de long compte des sections à pic extrêmement dangereuses. Le moindre faux pas, et c'est la chute. 5 personnes auraient déjà trouvé la mort ces dernières années, malgré les cordes tendues le long du chemin. Dans les années 1930, de nouveaux véhicules et de nouvelles routes facilitent les déplacements des habitants de l'Utah. Ce tunnel est censé faciliter l'accès aux différents canyons et parcs naturels de la région. Et l'Utah n'en manque pas. L'État abrite les Mighty Five, 5 grands parcs nationaux séparés par quelques heures de route. Il s'agit des Arches, de Canyonlands, Capitol Reef, Zion et du plus coloré de tous, le Bryce Canyon. Difficile de trouver les mots pour décrire les formations rocheuses de ce parc. Ces forêts de pierre ressemblent à des stalagmites géantes, faites de sable et d'eau. Ces colonnes naturelles portent un nom évocateur de mythes et de légendes. En Europe et dans le reste du monde, on les appelle les cheminées de fées. Mais dans l'ouest des États-Unis, ce sont des hoodoos, d'après le nom d'un culte vaudou. La pluie et l'érosion ont sculpté ces rochers de calcaire au fil des millénaires. Élever des bêtes ici paraît inimaginable. C'est pourtant ce qu'a tenté Ebenezer Bryce. En 1875, ce Mormon est le premier à oser s'installer dans les hoodoos avec quelques têtes de bétail.
Mais une telle aventure dans ce labyrinthe de pierre vire rapidement au cauchemar. Il finit par renoncer et en 1880 emménage en Arizona avec sa famille. Il a donné son nom au parc. Parmi ces étendues désertiques, l'Utah réserve bien des surprises, comme le parc naturel de Glen Canyon. Cette région protégée s'étend sur 5000 km², à la frontière avec l'Arizona. Des eaux de couleur émeraude serpentent entre les rochers et forment des motifs étonnants, comme ici, à Moki Canyon. Au début du siècle dernier, le sud de l'Utah n'était irrigué que par le fleuve Colorado et ses affluents. Mais en 1956, le président Eisenhower donne son accord pour la construction du barrage de Glen Canyon. Les travaux dureront 10 ans. Cette section du fleuve Colorado a été transformée en un lac artificiel immense, l'un des plus grands des États-Unis. Aujourd'hui, le lac Powell tient une place particulière dans le cœur des habitants de l'Utah. Il permet d'irriguer les terres agricoles et d'alimenter une population qui ne cesse de grandir, séduite par ces paysages féeriques.